Infiltration de groupes d'extrême droite dangereux. Je suis en croisade. Quand on va saigner au couteau les musulmans, ça va être beau. Avec des enfants qui grandissent dans la haine de l'autre. Lui, il est gauchiste, faut les saigner. C'est tout. Allez, gauchiste. Haine. Allez, niggers. C'est vrai. J'aime pas les juifs. J'aime pas les arabes. Les juifs, j'aime pas les noirs. Bienvenue à Enquête. L'extrémisme politique et l'intégrisme religieux n'alimentent pas que des groupes radicaux au Moyen-Orient. Ces dérives dangereuses se retrouvent aussi dans nos pays, avec des militants se réclamant de la religion catholique et qui sont endoctrinés dès le plus jeune âge. Nous vous présentons cette semaine une enquête de nos collègues de l'émission française Les Infiltrés, où on les voit en pleine action. Enquête sur des extrémistes qui sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Centre-ville de Bordeaux, il est 20 h. Une entrée d'immeuble dans une ruelle étroite, des filles et des garçons en nombre égal. Ils ont entre 20 et 25 ans. Ce sont les jeunes de Dias Irae. Après avoir essayé de les contacter sans succès pendant plusieurs semaines, le journaliste français Mathieu M. finit par apprendre qu'ils se sont donné rendez-vous derrière une église du centre-ville. Il décide de se joindre au groupe. Un escalier en colimaçon mène à une grande cave. C'est ici que les jeunes du mouvement se retrouvent pour boire des bières et refaire le monde.
Apparemment, ce soir, le journaliste est le seul nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Dans la cave, la décoration est sommaire. Sur le mur, seuls des drapeaux des phalanges franquistes rappellent qu'il est bien dans une mouvance d'extrême droite. Un membre du bureau directeur va prendre la parole. Comme vous avez vu, on a trouvé un local pour le mouvement. On est en plein travaux, c'est-à-dire l'idée, ça va être de nettoyer toutes les pierres, de mettre du parquet là où il y a de la terre. Et au final, de faire ici un bar associatif. L'idée, c'est de continuer à tisser un lien social sur Bordeaux, continuer dans le tissu associatif, dans le métapolitique. Leur mouvement vient de voir le jour. Les cadres sont sollicités pour faire appel aux bonnes volontés des militants. Donc, supervise les travaux, donc il a besoin de pas mal de choses, donc il va vous expliquer en 2 mots ce dont il a besoin. Alors la première chose, c'est que je vous cache pas qu'on a besoin d'argent. Donc tous les dons sont bienvenus, parce qu'il y a pas mal de dépenses à faire. Si vous connaissez en plus un premier... Qui travaille gratos, ça sans dire. Voilà, bien sûr, travailler gratos. On récupère tout ce qui est meubles, bois, alors canapé pourquoi pas, table pourquoi pas, du bois en vrac aussi. On est 4 personnes dessus, tous les mercredis on est là. La plupart des jeunes présents dans cette cave se connaissent depuis l'enfance. La présence de Mathieu étonne un peu. Antoine Laborde, étudiant en génie civil, il est un des cadres fondateurs de Dies Irae, littéralement « jour de colère », DI pour les intimes. Et toi, tu connaissais un petit peu DI avant Enfin, moi, je connaissais Sorlin, parce qu'en fait, j'étais au FN. Bah carrément, c'est bien. De toute façon, on a toujours besoin de preuves. Le lien inventé du journaliste avec le Front National le rassure. Antoine se détend et pour le motiver à entrer dans leur groupe, il lui présente les bases du mouvement. L'idée, c'est de s'implanter dans une ville, d'essayer de tout orienter, et c'est comme ça que ça marche. Ça a inspiré pas mal de bouquins pour faire ça, c'est ça qui est bien. Je sais pas si tu connais les Hordes. Ah non. Les carnets de Turner. Carnet de Turner, c'est quoi ça, les carnets de Turner? C'est un bouquin que tu peux télécharger sur Internet. Ça raconte en fait l'histoire d'un groupe de combattants américains qui se sont battus contre l'État américain. D'accord. Qui ont gagné finalement. Puis voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que on peut voir pas mal de choses qui peuvent être appliquées complètement. Et ça change. Les carnets de Turner. Un mouvement politique qui se sert des carnets de Turner comme ouvrage de référence. L'information est à peine croyable. En effet, les carnets de Turner, écrits en 1978 par un leader néo-nazi américain, est un brûlot haineux, véritable mode d'emploi de la guerre civile contemporaine. L'auteur y prône la création de milices autonomes, entraînées et prêtes à détruire le système démocratique. L'ouvrage est interdit dans la plupart des pays du monde. En France, par arrêté ministériel, la circulation, la distribution et la mise en vente de ce livre sont interdites. Il est de nature à causer des troubles à l'ordre public en raison de l'apologie du racisme, de l'antisémitisme et du recours à la violence qu'il fait. C'est un scénario qui raconte la prise de pouvoir en Amérique par des racistes blancs. Et ça commence par la pendaison des Noirs et des Juifs dans la rue. Pour en savoir plus sur ce groupe qui dit vouloir s'inspirer des carnets de Turner, la semaine suivante, notre journaliste parvient à se faire inviter à une réunion du groupe. Il arrive devant un hangar à la campagne à quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Une centaine de personnes de 15 à 65 ans attendent que leur chef prenne la parole pour poser les bases de leur mouvement. Le véritable ennemi qu'on a en fait aujourd'hui, nous, en tant que nationalistes, en tant que patriotes, c'est la démocratie moderne, c'est-à-dire c'est le système politique dans lequel on vit aujourd'hui. Et comment on fait maintenant qu'on sait quel est notre ennemi et quels sont les points qu'on doit défendre? Les deux solutions de façon directe, c'est le coup d'État ou les urnes. Le coup d'État, beaucoup de personnes s'y sont intéressées, on l'a étudié, oui, effectivement, sans trop y croire. Dans une démocratie moderne, c'est complètement impossible. Et les urnes, alors ça c'est malheureusement là-dedans que la plupart des personnes de chez nous seront roulées dans la farine.
Le coup d'État trop risqué, les urnes une utopie, il ne leur reste qu'une option. Organiser des petits groupes répartis sur tout le territoire, intellectuellement et physiquement préparés à déstabiliser le pouvoir, exactement comme c'est écrit dans les carnets de Turner. Les échecs continuels du pouvoir représentent seulement une fissure entre mille autres dans cet édifice effrité que nous tentons désespérément de démolir. Notre unité, tout comme d'autres unités, ont été désignées afin de prendre pour cible divers tentacules du système. Mais il est clair que nous ne gagnerons pas par la seule action directe. Nous devons convaincre que ce que nous réalisons est aussi nécessaire que justifié. Un extrait dont va s'inspirer directement Fabrice Sorlin. Je ne dis pas qu'on va reprendre la mairie de Bordeaux ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir un travail concret fait sur le terrain. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de partir du local et d'essayer de multiplier ce nombre de structures-là à travers toute la France, dans toutes les villes de France. Le potentiel radical de cette nouvelle pousse de l'extrême droite, structurée autour d'un livre nauséeux, dépasse ce que le journaliste avait imaginé. Mathieu décide alors de prendre officiellement contact avec le leader de Dies Irae. Leur mouvement a besoin de se faire connaître, il accepte donc l'interview. Pour préserver son anonymat, c'est un collègue qui s'y rend à sa place. Fabrice Sorlin va lui réciter sa leçon. Fabrice Sorlin, j'ai 29 ans, je suis ingénieur en environnement. J'ai 2 enfants. D'ailleurs, peut-être c'est le moment où je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est Dies Irae. C'est un mouvement politique et social d'implantation locale. La finalité de notre mouvement, c'est le politique, mais le politique au sens traditionnel, au sens classique du terme, à savoir la poursuite du bien commun, de l'intérêt général. Une présentation bien polie, très éloignée de ce qu'il a vécu et entendu lors de ses premières rencontres au sein de ce groupe. Un groupe qui souhaite la mort de la démocratie en s'inspirant des cahiers de Turner. Bonjour, ici Piero San Giorgio. Comme vous avez pu le constater, les bombes nucléaires israéliennes, elles sont sur la plage de Tel Aviv, où je me trouve en ce moment. J'ai enfin réussi à organiser une conférence qui s'est très bien passée ici à Tel Aviv. C'est un pays que je connais très bien depuis plus de 20 ans. J'ai beaucoup travaillé, je connais pratiquement toutes les régions du pays, beaucoup d'entreprises. Et alors simplement, ce que je voulais faire comme petit message à mes amis français et francophones, c'est qu'en fait c'est un pays où on peut apprendre beaucoup sur les techniques de survie, on peut apprendre beaucoup sur les fonctionnements d'une communauté qui essaie de s'en sortir. Tout d'abord historiquement avec les kibbutz, mais aussi aujourd'hui parce que finalement, lorsqu'on parle de base autonome durable, ici en Israël, clairement, vous n'arriverez pas à avoir une approche individualiste. Ce que je ne préconise pas d'ailleurs dans mon livre. Je préconise chacun d'être responsable et de se préparer individuellement, mais surtout après de créer par le lien social des moyens de s'en sortir en communauté, en groupe, et pourquoi pas pour un pays entier. Et pourquoi pas pour tout le monde. Chose qui me paraît difficile, mais en tout cas, pourquoi pas d'essayer. Ici, ce sera obligatoire. Ici, bien sûr, vous ne pourrez pas y arriver de manière individualiste. Il faudra forcément regrouper, il faudra forcément que le pays entier se soude autour d'eux. Alors il y a ici évidemment, comme dans tous les pays, dans toutes les cultures, des avantages et des inconvénients. Je pense qu'Israël a beaucoup d'avantages et que les Israéliens sont des gens patriotiques, qui ont le sens de la communauté, bien qu'il y ait de plus en plus des fractures autour de la religion, des croyances politiques, etc. Mais voilà, c'est un pays qui m'apprend beaucoup, c'est un pays à quel on a beaucoup de choses à apprendre. Et si votre critique de la politique israélienne, que j'ai également, eh bien, vous amène à ne pas voir certaines réalités qui peuvent vous être utiles, mais c'est une erreur, je crois. Donc il faut savoir prendre ce qui est bon partout, il faut savoir écouter, il faut savoir partager les informations, il faut savoir dialoguer et pas se braquer. Je sais qu'en France, la situation, elle est de se braquer systématiquement sur n'importe quel sujet. Je pense que c'est une erreur, il faut être utile. Dans mon pays, la Suisse, nous écoutons, nous apprenons, même si on peut parfois ne pas être d'accord, mais en tout cas, peut-être c'est notre aspect neutre et peut-être notre aspect d'être sûr de nous, contrairement à d'autres, qui nous permettent de voir les choses en bonne intelligence et avec une certaine sérénité. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou à mes amis francophones. Parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté juive, francophone, française, belge, etc. Même ici en Israël, il y a beaucoup de francophones. Voilà, vous êtes de manière générale, je vous encourage à lire mon livre, je vous encourage à apprendre comment être plus responsable de vous-même, plus autonome. Pour ceux qui habitent ici en Israël, de bien réfléchir à comment vous pouvez créer la paix et comment vous pouvez vous en sortir. À très bientôt.
Bonjour, bienvenue sur mediainvestigation.com. Nous sommes le lundi 18 juin 2012 au Jardin du Luxembourg à Paris. Je reçois aujourd'hui Franck Abed et Piero San Giorgio pour un débat chaotique. L'effondrement économique, le chaos et après, quelle solution? Franck Abed, bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Donc Franck Abed, 30 ans, écrivain, catholique et royaliste. Et donc je me bats pour que la France retrouve sa vocation de fille aînée de l'Église. Et avec le gouvernement légitime qui va avec, à savoir la royauté. D'accord, est-ce que vous avez un titre de livre ou... Alors j'ai commis 2 livres, le premier Réconciliation impossible en 2009, le deuxième Sentinelle française en 2010, tous disponibles sur mon site francabed.com. Et je prépare actuellement la sortie du troisième. Parfait. Piero San Giorgio. Bonjour, question, si vous pouvez et merci de votre invitation en ce lieu magnifique, au lieu de l'histoire de France. Eh bien voilà, je suis citoyen suisse, ancien du côté obscur, responsable marketing dans l'industrie internationale des logiciels et auteur récemment du livre Survivre à l'effondrement économique, et en ce moment en train de travailler sur le suivant qui est une continuation particulière sur la survie en milieu urbain. Alors Franck Abed a souhaité débattre avec vous, il va vous expliquer pourquoi sans doute. Et ensuite le débat va s'enchaîner naturellement, je dirais. Vous avez toute liberté pour dialoguer ensemble. En bonne intelligence. En bonne intelligence. Oui, alors comme je le disais, comme vous le disiez très justement, j'ai voulu déjà rencontrer donc Piero San Giorgio pour avoir un échange intellectuel avec lui. L'idée, bien évidemment, n'est pas de s'en prendre à la personne, mais aux idées développées dans son livre. Parce que je pense que ce livre est une fausse bonne idée. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, et pour tous les Français, le 18 juin, c'est aussi bien Waterloo, mais c'est également le faux appel du général de Gaulle. Et je me permettrai une comparaison un peu hasardeuse, mais sous des aspects éminemment sympathiques, le combat survivaliste, à l'instar du gaullisme, pour moi, est une fausse bonne idée. C'est-à-dire, je m'explique. Je reconnais donc le mérite à Monsieur San Giorgio d'avoir écrit un livre, d'avoir écrit un livre, c'est pas facile, je sais ce que c'est. Donc déjà ça c'est un des points positifs de son livre. La deuxième chose c'est que ce monsieur réfléchit, dans son livre il a compris beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié sa critique de la société moderne, le consumérisme, le libéralisme économique, cette société un peu folle. Et également sa volonté de vouloir agir. Alors le problème justement du survivalisme, de la thèse survivaliste, elle est toute inscrite dans le titre de son livre, à savoir survivre à l'effondrement économique. Alors Franck Abed, juste, est-ce que vous êtes d'accord sur sa vision de l'effondrement économique, sur cette base-là? Non, pas forcément non plus d'accord. Non, pas forcément non plus d'accord. Donc survivre à l'effondrement économique. Et donc, dans le titre de ce livre, si vous me permettez, il y a déjà une espèce de renoncement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cas de vivre, on est déjà dans le cas de survivre. Et déjà, ça, c'est problématique. C'est un peu comme les combattants politiques qui renoncent à la France, comme le bloc identitaire, qui nous explique que le combat français est terminé, donc on se base au niveau de l'Europe. Et quand l'Europe c'est terminé, on va où? Donc déjà, ce terme de survivre à l'effondrement économique me dérange. L'autre chose également que je voudrais dire, c'est que Monsieur San Giorgio a une crise dont les effets visibles sont donc le libéralisme économique, une immigration massive, une culture du divertissement. Monsieur San Giorgio donc répond à cette crise en apparence matérielle que par des solutions matérielles. Or la crise qui touche nos sociétés, notamment la vieille Europe, pour reprendre une expression fortement utilisée mais très adéquate, la crise qui touche notre pays est avant tout, et même l'Europe, en tant que Suisse, est avant tout d'ordre spirituel. Elle n'est pas d'ordre matériel. C'est-à-dire que on a le sentiment de vouloir, et c'est ça je trouve le mérite de Piero San Giorgio, c'est qu'à travers son livre, il pose des bonnes questions, mais les réponses adaptées ne sont pas forcément adéquates et pertinentes, parce que l'homme ne vit pas que de pain. C'est-à-dire que si on suit la logique du livre, tôt ou tard,
il y aura plein de bases autonomes partout, et donc en fait on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire en fait il y a une espèce de renoncement à la société, il y a une espèce de renoncement à la civilisation. C'est-à-dire qu'en acceptant ce postulat de l'effondrement économique, pour parler clairement du catastrophisme dont j'en reparlerai plus tard, on a l'impression en lisant son livre et en écoutant d'autres personnes, des soi-disant prophètes comme Jovanovic, que je vais également citer tout à l'heure pour expliquer en quoi le catastrophisme est dangereux. On a là donc tout un courant à la fois donc matérialiste qui me pose problème, et également la déviation du combat. À savoir que lorsqu'on écoute les survivalistes, on a l'impression que, sans vouloir être taquin ou ironique, le fait de stocker 3 boîtes de conserve et des compresses fait de nous un dissident sérieux. Or, je pense que le combat politique doit être mené partout où on est. Pareil. Ouais, c'est bon. Marseille. C'est bien Marseille. Nous sommes à Marseille, février, soleil. Ouais. C'est notre lot quotidien. Je suis jaloux, dans ma bade, il y a 1,5 mètre de neige dans ma ferme. Mais c'est toujours sympa d'avoir l'occasion de... Et là, je te jure, c'est toujours pareil. Il prévoit de la pluie et du mauvais temps, et le lendemain, en plus, comme je disais, je suis un homme fidèle. La deuxième fois que je viens à Marseille, deuxième fois que je viens dans cet excellent bar qui font des jus de fruits ici sur le Vieux-Port, extraordinaire. Et puis, merci Salim pour ton livre que je vais m'empresser de lire. Tu n'as pas encore lu? Non, merci Salim. Vu la quantité d'éléments que je peux apporter. Parce que ce que j'ai livré dans cette vidéo ne représente qu'un échantillon gratuit. Jusqu'à la fin du Kali Yuga. Si tu veux, on continue comme ça.